La seconde session extraordinaire du Parlement a débuté ce jour, une session durant laquelle les membres des deux chambres devraient examiner en long et en large les 3 textes relatifs aux prochaines élections. À Madagascar, seulement un quart de la population malgache bénéficie d'eau potable, ainsi une petite partie de la population malgache peut en profiter. Et le mouvement de contestation sociale paralyse toujours l'île de Mayotte. La situation est préoccupante. 84% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la seconde session extraordinaire du Parlement a débuté ce jour, une session durant laquelle les membres des deux chambres devraient examiner en long et en large les 3 textes relatifs aux prochaines élections et effectuer un véritable débat démocratique sur ces projets de loi. Les détails dans l'éditorial de Andra Arsan. Une seconde session extraordinaire du Parlement débute aujourd'hui, une rencontre qui ne durera pas plus de 12 jours, comme le veut la Constitution, et au cours de laquelle 12 projets de loi à enjeux nationaux majeurs seront mis au programme. Les 3 projets de loi portant sur les modalités des prochaines élections, qui ne peuvent être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée, saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt, devraient se retrouver au cœur du débat au cœur de cette session. Et pourtant, rappelons qu'au cours de la première session du Parlement, parlementaires n'en ont en réalité passé qu'une seule semaine en réunion, puisque cette semaine, ils l'ont consacrée à la célébration du 8 mars, chacun dans leur circonscription respective. En tout, 3 projets de loi ont été adoptés au palais de Tsimbazaz au cours de cette première session et 4 projets de loi ont été adoptés au palais d'Anouskili. L'opinion publique se demande où le gouvernement veut en venir en poussant les membres des deux chambres à traiter 12 projets de loi pour cette seconde réunion extraordinaire du Parlement, sachant qu'il faudra que les parlementaires examinent un texte par jour pour venir à bout de ce programme avant que cette session ne s'achève. Un délai qui ne suffira pas à mettre en place un véritable débat démocratique. D'autre part, de nombreuses critiques ont été émises par rapport au projet de loi relatif aux modalités et règlements pour les prochaines élections depuis leur publication. Des commentaires issus de la société civile, de l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, du Comité national de l'observation des élections, des partis politiques et des citoyens malgaches. Les observateurs soupçonnent un calcul politique du gouvernement pour une adoption expéditive du code électoral. Et le 8 mars dernier, quelqu'un a brûlé les feuilles d'examen prouvant des cas de corruption lors du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffiers du 6 et 7 février dernier, peu de temps après le passage du directeur général de cet établissement. D'après les informations reçues, ces feuilles d'examen ont pourtant été scellées et doivent encore servir au bureau indépendant anticorruption dans leur enquête. Et à Madagascar, seulement un quart de la population malgache bénéficie d'eau potable. Ainsi, une petite partie de la population malgache peut en profiter. Sur ce sujet, de nombreux points sont encore à améliorer. Reportage. D'après le dernier rapport sorti en 2016, seulement un quart des Malgaches ont accès à l'eau potable. Le taux d'accès à un assainissement amélioré est de 15% et actuellement, 80% de la population défèque encore à l'air libre. D'autre part, jusqu'ici, le gouvernement ne fait preuve d'aucune redevabilité sociale en matière de propreté d'après les explications. De nombreux points doivent encore être améliorés au sein de la Grande Île, qui est actuellement un des pays les plus pauvres du monde. Il est important que les citoyens changent leur comportement. En gros, il y a 3 objectifs à atteindre. Une amélioration de la gestion de l'eau, une collaboration avec le secteur privé et enfin un changement de comportement. Au sein d'un pays, pouvoir jouir d'eau potable dépend des efforts de chaque citoyen, mais également d'une prise en charge de l'État.
défis que nous faisons face, tels que la défécation à l'air libre, le taux qui reste très très élevé, les lacunes en eau potable au niveau des centres de santé de base ainsi que dans les milieux scolaires. Donc je pense que le chemin est long, il y aura des difficultés, mais je pense que l'engagement du ministre de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, l'Office national de nutrition, je pense que ces engagements vont vraiment soutenir la population à améliorer les conditions au niveau de tous les villages. En ce qui concerne Antananarivo, 66 000 foyers sont alimentés directement en eau, soit près de 400 000 personnes, d'après les statistiques de la JIRAMA en 2016. Ceux qui ne bénéficient pas de cet accès direct doivent s'approvisionner auprès de 900 bornes fontaines éparpillées dans la capitale. Et à Madagascar, encore peu de personnes procèdent à un dépistage pour détecter la possibilité d'un cancer. Les cas de cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents. Reportage. 1600 personnes sont atteintes de cancer à Madagascar, d'après les statistiques du ministère de la Santé. Le taux de personnes procédant à un dépistage est encore faible par rapport à la prévision de ce ministère, une prévision qui s'élève à un nombre de 14 000 personnes par an pour le dépistage. La manifestation du cancer dépend de la partie du corps atteinte. La manifestation de chaque cancer diffère selon la partie atteinte. Les causes diffèrent également. Pour le col de l'utérus, par exemple, le cancer est dû à un virus et les cancers du sein peuvent être causés par différents facteurs comme la cigarette ou encore le mode de vie. Le dépistage est le premier rempart pour prévenir des possibles dommages d'un cancer. Viennent ensuite les différents médicaments et traitements. Il y a déjà des vaccins pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Ils sont faits pour les personnes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, mais actuellement nous essayons de les adapter pour toutes les femmes. Pour les cancers du sein, nous encourageons les femmes à tâter leur sein pour voir si elles ont ou pas des nodules qui se forment. Ces dernières peuvent être traitées dès leur apparition pour éviter toute complication. Les cas de cancer du col de l'utérus sont les plus courants et près de 10% des femmes, soit une femme sur 10, sont atteintes de ce type de cancer. Et avant de passer aux actualités internationales, le docteur José Arati Arsan n'occupe actuellement plus le poste de secrétaire général du ministère de la Santé. L'opinion publique se demande alors s'il a démissionné ou s'il a été limogé d'une part, et d'autre part si cette situation est en rapport avec les faux vaccins, dont parlait le Bureau indépendant anti-corruption. Reportage. Le changement au niveau du ministère de la Santé a été une source de polémique. L'opinion publique se demande si le secrétaire général a démissionné ou s'il a été limogé et quelle est la raison de cette décision. Les journalistes de Cool TV FM ont tenté d'obtenir une explication auprès de ce ministère, mais en vain. Ces informations seront communiquées aux journalistes en temps et en heure, mais pour l'instant, j'ai encore une obligation de réserve. C'est ce qu'a déclaré ce secrétaire général face à cette situation. Les observateurs s'interrogent alors si ce cas est en rapport avec la méthode de travail durant la dernière forte saison pesteuse ou concernant les doutes émis par le Bureau indépendant anticorruption à propos des 6 000 vaccins dont les papiers auraient été falsifiés par le ministère de la Santé. Les explications de ce ministère sur cette situation sont fortement attendues. Les observateurs attendent également les suites de l'enquête du Bureau indépendant anticorruption concernant les cas de ces vaccins. Et place maintenant aux actualités internationales. Le mouvement de contestation sociale paralyse toujours l'île de Mayotte. La situation est préoccupante. 84% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Reportage de France 24. Après une courte accalmie, de nouveau des barrages routiers sur l'île de Mayotte. Des blocages observés de près par les gardes mobiles qui s'efforcent de rétablir la circulation. Les manifestants, ulcérés, promettent de renforcer la pression dès lundi, jour de rentrée scolaire. On va monter et on va monter jusqu'à ce qu'il y ait un gain de cause, jusqu'à ce qu'il y ait une considération de la part du gouvernement. Mayotte, 101e département de France, se dit oublié de la République. Depuis plus de 2 semaines, les habitants se révoltent contre l'insécurité. Mayotte
affichent des taux de cambriolage et de vol largement plus élevés qu'en métropole et même en outre-mer. On nous arrête, on nous prend tout l'argent qu'on a dans nos voitures, on nous caillasse. Nous, on est là, on demande au gouvernement qu'il réagisse parce que ça fait déjà un bon moment. On ne peut pas sortir chez nous tranquille. Autre fléau dénoncé par les Mahorais, l'immigration clandestine. Les Comores ne sont qu'à 70 km de l'île. Malgré des opérations de police quotidiennes dans les bidonvilles, la tentation d'une vie meilleure est plus forte que tout. 40% des habitants seraient des clandestins, une pression jugée insoutenable. Imaginez un sangat à ciel ouvert. Ça explose. La marmite, elle est pleine. C'est la situation réelle de Mayotte. Le gouvernement a promis 200 policiers supplémentaires pour la rentrée scolaire et plus largement pour renforcer la chasse aux clandestins. La tension sur l'île pourrait aussi perturber la législative partielle organisée ce week-end. Et pour la première fois, la Colombie renouvelle son Parlement demain sans la menace des FARC. Les FARC présentent des candidats plébiscités. Reportage. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans le pays. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, les Colombiens vont pouvoir élire ce dimanche leurs députés et sénateurs sans la menace des armes. Ce sont des élections importantes dans le contexte actuel. Nous allons élire le premier congrès post-conflit, donc le congrès qui sera chargé d'appliquer l'accord de paix. Depuis les accords de paix signés avec le gouvernement en 2016, l'ex-guérilla des FARC est un parti politique à part entière avec ses propres candidats aux législatives. Des candidats qui peinent à rassembler les Colombiens. Selon les sondages, la FARC, la Force alternative révolutionnaire commune, ne devrait pas rafler plus que les 10 sièges garantis par l'accord. En revanche, la droite dure gagne du terrain. Le parti de l'ancien président colombien Álvaro Uribe pourrait même prendre le contrôle du Congrès. Le fait que le parti de l'ex-président Uribe, qui, disons, c'est le plus opposé à l'accord de paix, obtienne d'aussi bons résultats dans les sondages, laisse croire que c'est un thème qui sera important et qui est au centre de la campagne. Le vote de dimanche est également crucial pour l'élection présidentielle du 27 mai, qui élira le successeur de Juan Manuel Santos. Il permettra au parti de désigner en interne leur candidat de manière officielle. Jeudi, le parti FARC a annoncé qu'il renonçait à présenter son candidat Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en raison de ses problèmes de santé. Et avant de se quitter, la seconde session extraordinaire du Parlement a débuté ce jour, une session durant laquelle les membres des deux chambres devraient examiner en long et en large les 3 textes relatifs aux prochaines élections. Et à Madagascar, seulement un quart de la population malgache bénéficie d'eau potable. Ainsi, une petite partie de la population malgache peut en profiter. Et enfin, le mouvement de contestation sociale paralyse toujours l'île de Mayotte. La situation est préoccupante. 84% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.